Ils vont peut-être pas venir. Non, parce qu'ils m'ont demandé derrière, ils sont comment, ils sont chauds, tout ça. J'aurais dit non, ils sont fatigués. Je vais voir hein, ce qu'ils en pensent, à mon avis. Ça va? Ça va? Alors sans plus attendre, on accueille Slim de French. La question, mais je vais de leur poser. Ça va? Ouais. Ok, vous êtes où? Ça va? Moi, ça va. Alors, comme vous le savez, cette année, on a lancé, avec French Air, on a lancé French Ball. Ouais. Vous avez vu French Ball? Oui. Alors, ce soir, on voulait quand même vous faire une petite surprise, un petit cadeau en avant-première. C'est pas évident de poser des questions, parce qu'on va avoir besoin de vous vraiment tout à l'heure pour animer la conférence, donc il va falloir que vous ayez un public chaud et qui pose des questions, donc il faut pas hésiter à se mettre en danger, à se ridiculer. Ouais, j'ai un peu peur en fait, c'est peut-être trop. Du coup, on s'est dit qu'on allait nous-mêmes vous montrer ce qu'on fait aussi de pire. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu une série qui s'appelle La théorie des balls? Bon, bah ça c'était le produit final, mais on a raté beaucoup de prises. Et donc là, on a décidé de vous offrir en avant-première le bêtisier, que vous pourrez voir plus tard sur Internet. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde le bêtisier, et ensuite on se retrouve tous ensemble sur scène. Enfin, tous ensemble, nous, hein. Alors maintenant, je vais vous accueillir les acteurs du Visiteur du Futur et de la théorie des balls qui sont là. Et on commence avec Pascal Hainaut. Et en face. Laurent Dorlin. Mathieu Poudy. Et vous l'avez, François Lévesque. Voilà, donc on est là pour répondre à toutes vos questions. Il y en a. Question Mathieu, vas-y, on commence. Alors on en a une ici si jamais, juste le temps pour moi d'arriver. D'accord, ok. Donc, bonjour. Alors lève la main, parce que je ne sais pas où tu es. Très bien. Alors j'aurais une question. Alors je pense que vous avez éventuellement envisagé une licence 5 Visiteur du Futur, mais je ne sais pas si vous aurez, ce que vous pensez. Tu dis la réponse dans ta question, mais en Voilà. fait, Non mais en fait c'est pas ça la question principale. Mais si vous feriez une saison 5 du Visiteur du Futur, qu'est-ce que ça serait? Ce sera un flashback de l'histoire du visiteur ou ce serait la suite en fait du sauvetage du monde? donc la question c'était si on faisait une saison 5, bon déjà si on fait une saison 5, ça c'est déjà la question, donc elle n'est pas du tout prévue. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait avec des dinosaures dans l'espace, ce serait sur un bateau aussi, après voilà, dans des égouts, les Tortues Ninja, voilà. Mais voilà, il n'y a pas du tout de plan pour l'instant de saison 5 du Visiteur du Futur. Ça ne veut pas dire qu'on ne le reverra plus, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de saison. D'accord, merci. Mais si les gens veulent savoir ce qui se passe après la saison 4 du Visiteur du Futur, il y a le livre qui s'appelle La Meute, qui a été écrit par Slim, et qui se passe après les événements, donc qui est finalement une sorte de saison 5. Et certains d'entre vous l'ont déjà lu en numérique et ont toujours dit oui, mais nous on aime les vrais livres, on aime le papier, on aime qu'il y ait des arbres qui soient coupés pour. Ces gens-là seront récompensés puisque nous allons couper des arbres pour faire un livre papier qui va sortir en juin. Voilà.
Ok. Ah oui, bon. Je dois avouer que je connais pas la théorie des boules. Est-ce qu'on peut le huer? Enfin, du coup, Je continue. avant de poser ma question, je voulais savoir un truc. François Descartes, c'est aussi vous qui avez écrit la théorie des boules? Alors, François Descartes. Alors, ce n'est pas François Descartes qui a écrit la théorie des boules. Pardon. Mais c'est... Même Baptiste Berthoum. Voilà. On travaille souvent ensemble. C'est des pseudos parce qu'en fait, quand on a une double carrière dans le porno, on est obligé. C'est pour nos familles. C'est toi qui as écrit la théorie des boules, surtout. Voilà, c'est ça. C'est la question? Il n'y a plus de questions maintenant. Voilà. Merci. En fait, non, sérieusement, c'est Slim qui a écrit la première série J'ai jamais su dire non. Et pour la théorie des balls, c'est lui qui a développé toute l'histoire. Et Raph et moi, on est intervenus au niveau surtout de la structure. Voilà, on a essayé de peaufiner la structure avec Slim, mais c'est vraiment Slim qui a fait le vrai travail d'écriture et surtout de blague, quoi. Donc c'est une vraie sex team dans laquelle on a un peu aidé avec Raph. Bonjour. Ça va. En fait, ma question, ça serait pourquoi la théorie des balls? Bon, vous allez me dire, j'ai jamais su dire non, mais enfin, comment vous avez créé ce concept avec les balls, tout ça, et puis c'est juste totalement déjanté, comment vous avez créé ça? Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer de manière tout publique la création des idées. Ce que je peux te dire, de manière très légale, c'est que... Pardon? Non, pas du tout, pas du tout. Non, vous n'avez pas saisi le propos aussi. Non, en fait, il se trouve que la théorie des balls, ça vient donc, de J'ai jamais su dire non. Dans J'ai jamais su dire non, il y avait des séquences où Mitch utilisait le tableau pour parler du flux de balls, etc. Et on s'est rendu compte que cette approche un peu pseudo-scientifique, c'était assez marrant. Et moi, j'avais envie, pour cette suite, de changer le personnage principal parce que mon personnage, Tom, qui ne sait pas dire non, qui n'est pas forcément moteur du coup, n'était pas vecteur de beaucoup de folie. Je m'étais dit, si on se centrait plus sur Mitch, bah, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir vraiment un univers déjanté. Donc ça, plus le côté scientifique de Mitch, le fait que la physique quantique, moi c'est un truc qui m'intéresse en néophyte et qu'on y comprend tellement rien que du coup on peut lui faire dire un peu tout et n'importe quoi, donc c'est assez cool. Et puis l'autre version du truc, c'était Bill Bocquet, c'est que je me disais qu'il fallait que Mitch il bosse dans une boîte où il fasse des trucs à la con. Et j'ai mis longtemps à trouver, et en fait sur le buffet en face de moi, il y avait un Bill Bocquet à ce moment-là. Et il était auréolé d'une lumière festique, tu vois. Une fois qui m'a dit Slim, prends-moi. Du coup, j'ai quand même mis Bill Bocquet. Bonjour, merci. J'aurais une petite question pour la théorie des balls. Dans le dernier épisode, vous avez sorti une magnifique chanson avec le slogan « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et je me demande d'où vous l'avez sorti le slogan. J'ai pas entendu. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer la leçon. Non, pour le coup, celle-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment donc Chris, le personnage, il est joué par Christophe Barberon, ça c'est le nom du comédien. Et ce comédien a un chat chez lui qui s'appelle Crispy. Et quand ce chat fait une connerie, Chris l'attrape, le soulève, et lui dit « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Bonsoir, le chat. Bonsoir, c'est où? C'est là-haut? Ouais. C'est la lumière artistique qui t'a dit. Je peux y aller? Ouais. Oui. Bonsoir. Donc, par rapport aux visiteurs du futur en bande dessinée, j'ai vraiment adoré le premier tome
Est-ce qu'il y a un tome 2 en préparation ou pas du tout? Alors, en gros, ça fait longtemps qu'il est sorti le premier tome, et ça a été un peu compliqué à faire pour plein de raisons un peu chiantes à expliquer, etc. Mais j'avais un peu abandonné l'idée de faire d'autres BD, même à vie. J'étais un peu en mode, bon, bah c'est pas pour moi. Et depuis 3 jours, il y a des rumeurs que j'ai entendues et des trucs qui font que peut-être ça peut se relancer, et j'en suis très très content. Et je vous en saurai plus quand j'en saurai plus, mais voilà. Merci. Alors, juste après la question qui va suivre, si on peut avoir une question qui s'adresse aussi aux comédiens, avant qu'ils s'endorment. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Vraiment bravo à tous les acteurs pour la série, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, moi ma question c'était l'inspiration, comment vous l'avez trouvée pour les 2 chansons en fait, et pour les comédiens, comment ça a été de la tournée en fait. Alors on n'a pas de comédiens qui ont chanté ici. Ils n'ont pas chanté, mais c'était comment? Pour l'inspiration des chansons? Ouais, pour l'inspiration. Ouais, c'est... En fait, pour la première, il se trouve que dans ma précédente vie, je bossais dans une boîte qui faisait des films institutionnels, et notamment pour Microsoft. Et on faisait aussi la com interne de Microsoft et leur vidéo de fin d'année. Et un jour, la com interne de Microsoft a eu cette idée dingue de dire « Ah, ce qu'on va faire, c'est que le comité de direction, donc le CODIR, on va aller faire rapper sur une chanson que tu vas écrire. » Et donc du coup, ils m'ont donné une chanson qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, une chanson du Soufa, et il fallait que je transforme les paroles pour mettre des Windows 8, des Surface Pro, des ports USB, des trucs à la place. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait marrer d'écrire une sorte, parce que c'était une chanson où il clashait un peu, il clashait Apple, il clashait Google, etc. Et donc je me suis dit, bah tiens, pour la théorie des halls, ça pourrait être cool que les nanas qui s'aiment pas depuis la saison d'avant, qui ne sont jamais rencontrées, on les fasse clasher en musique. Et puis la deuxième, la hard musette, ça vient d'une blague de Martin Balmont, le compositeur, dans un Editor's Cut. Les Editor's Cut, c'est les bonus bêtisiers de la première saison, où il joue DJ Tuning qui compose la musique de Oh Yeah, et il dit ouais, je fais aussi un peu de black musette, etc. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais un jour, il faudra qu'on essaye de voir qu'est-ce que ça peut donner à l'oreille, ce truc-là. Et donc, sachant qu'on se dit Creuse, François, Chris vient de la Creuse, bah, on pourrait lui donner cette chanson. Voilà. C'est vraiment lui qui chante, alors qu'on n'avait jamais entendu sa voix, on ne savait pas s'il pouvait chanter, c'était un peu un grand... Ouais, parce que Martin m'a envoyé une première version de la musique. En fait, on a écrit les chansons vraiment avant quasiment les épisodes, parce qu'il fallait qu'on ait le temps de les composer, de les enregistrer pour les avoir le jour du tournage pour filmer les clips. Et Martin m'a envoyé une version où c'est lui qui chante, et je sens que sa voix elle est déjà au taquet au niveau des hauteurs, etc., et que c'est presque dégueulasse. Et je me dis, voilà, si lui qui est musicien, il n'arrive pas à chanter sa propre chanson, ça risque d'être compliqué pour Christophe. Et Christophe arrive et il fait vraiment la version qu'on entend dans l'épisode. Ouais. Bonjour, excusez-moi. J'ai juste une question en fait pour les acteurs, j'aimerais savoir, parce que la théorie des poses et le viseur du futur, ce sont 2 choses qui sont extrêmement différentes. J'aimerais savoir comment ils ont fait en fait pour changer, enfin, pour passer de 2 mondes aussi différents. Comment ça s'est passé, comment ils ont vécu cette expérience. Est-ce qu'on peut commencer par le micro là, Flo et Lolo? Quelle est la différence entre mon personnage dans Le Visiteur et dans La théorie des balls? Well, first... Oh non, bah bon, bah forcément, oui, elle a... Mais t'es français en fait? Yeah, okay, you guys don't know French. Non, mais la différence, bah oui, forcément, on a déjà le fait de... Il y en a un, c'est en anglais, l'autre, c'est en français. Et puis, c'est vraiment 2 rôles très, très différents. Donc, François, avec Raoul Lombardi, avait donné un rôle donc sombre, entouré de... Enfin, dans une famille un peu difficile. Je ne parlerai pas de ma soeur qui est juste à côté pour pouvoir expliquer. Mais c'était un rôle assez sombre et un peu en profondeur. Et là, c'est un rôle un peu plus solaire, on va dire. Et donc en anglais, pour moi, c'était génial de passer de l'un à l'autre. Et justement, ça m'a donné l'opportunité de montrer un autre aspect voilà, de ce que je peux faire éventuellement. Quoi. Donc dans les 2 cas, c'est du bonheur. Quoi. Voilà. C'était ça la question? Oui.
Are you satisfied? Bah non, je réponds pas parce que moi je suis pas dans la théorie des Bowles. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette question. Alors, tourner avec François et Slim, c'est bien différent, et pourtant ils ont aussi plein de points communs. On se marre aussi bien sur le tournage du Visiteur que sur le tournage de la théorie des Bowles. En ce qui concerne mon personnage, mes personnages, ils sont reliés par un truc, voilà, c'est qu'ils sont tous les deux sous pression, donc ça c'est un trait de caractère qui les rassemble, et voilà, c'est cool, c'était cool à faire, mais c'est vrai que sinon déjà, si tu veux, quand tu te rends compte que t'es, voilà, pour pas mélanger les deux tournages, les décors déjà ils font quand même pas mal, les décors et les costumes, on est dans deux environnements qui sont complètement différents, le ton est un peu différent aussi, même si ça reste de la comédie, il y en a un qui est un peu plus sitcom pour la théorie des Bowles, et puis un autre qui est un peu plus basé vraiment sur l'aventure, la science-fiction, comme vous savez, pour le Visiteur. Et donc ça déjà, voilà, quand tu es dans des bureaux, voilà, c'est pas comme quand tu es dans le futur post-apocalyptique. Ça te donne des codes intuitivement de jeu, des gens que tu compares plus. Effectivement, et après sinon, voilà, je crois avoir répondu un peu à la question. Non mais après, encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'ils sont à la fois très différents, ils ont leur univers, et puis en même temps, ça fait tellement longtemps qu'ils bossent ensemble, et que dans la vie, je dirais, ils ont une connivence qu'au final, t'as pas non plus l'impression de tourner, je sais pas, faire un truc avec Godard, et puis un autre avec Michael Bay, quoi, tu vois, ça reste quand même un peu des... Michael Godard. Le prochain Michael Godard. Je pense que je suis le Michael Bay et c'est lui Godard. C'est ça, c'est ça. Bon, Mathieu, à toi, je te passe la parole. Alors, pour moi, c'est très très différent. Les deux choses que je vois qui changent le plus, déjà, c'est la parole. Hein, parce que entre Matteo et Mitch, Mitch parle, déjà, pour commencer, donc ça me change beaucoup. Et ensuite, c'est les vêtements. C'est-à-dire que Matteo, il a une armure qui pèse ce qu'elle pèse, qui est chaude, et Mitch, il n'a pas de vêtements, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça me change complètement mon perso, et ce qui fait que je change, tu galères pas à switcher entre les deux, quoi. C'est assez simple par rapport à ça. Du coup, tu passais un peu moins de temps à l'habillage le matin, donc tu pouvais arriver un peu plus tard, juste enfiler ton calbut, ou même arriver en... J'arrivais déjà habillé, quoi. J'étais, voilà, déjà... Parce qu'on était en été, donc... Juste à mettre un petit coup de crayon, et puis c'était bon. Voilà. Merci pour cette question. Moi, en fait, ce qui change surtout, c'est le fait que je réalise dans un des deux cas que du coup, je suis beaucoup moins absorbé par mon jeu quand je réalise. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir François et Raph, par exemple, derrière le combo d'une des deux caméras, pour penser des fois à ce que je joue, parce que des fois, je me rends compte en regardant les rushs que j'observe les autres comédiens jouer, et limite, avec ma bouche, je fais le texte qu'ils sont censés faire en même temps pour les aider. Et si mon personnage fait ça, c'est en fait un mentaliste qui sert les gens. Et voilà, du coup, ça m'oblige à me concentrer bien. Alors il faut aussi que je pense à jouer. On rentre sur le balcon. Ouais. Alors, une question qui va peut-être en énerver. Est-ce que vous aimez My Little Pony? C'est une question où vous devez dire oui, sinon on va mourir, c'est ça? Non, non. Faut dire non. Faut pas les encourager, tu dis? Ça dépend. Faut chanter. Faut chanter. Autre question? Les Popoles, vous aimez bien les Popoles? Ouais. C'est vieux, ouais. Et Bob l'éponge. Ouais. Moi j'ai une question pas très originale, je l'ai déjà posée l'année passée, mais sur le tournage de la théorie des Bowles, qu'est-ce que c'est votre meilleure anecdote ou vos meilleurs souvenirs? Et Eleanor, pour pas que tu t'ennuies, ça s'étend à tous les tournages passés. C'est fort mignon quand même. J'ai pas entendu ta question.
Alors, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir sur la théorie des balls ou votre meilleure anecdote? Et pour toi, surtout French Nerd, tous les tournages que tu as fait. D'accord, on va vraiment. Meilleur souvenir. Alors, bon, déjà c'est différent parce que le Visiteur du Futur, pour moi il y a eu 3 saisons, donc il y a eu beaucoup plus de choses. Alors que la théorie des balls, on a tourné ça rapidement, puisque en fait c'était des conférences, et donc on a pu concentrer tout sur une journée. Pascal n'a tourné qu'un seul jour sur la théorie des balls, il a tout fait en une fois. Moi, juste, si on ne se rend pas forcément compte, on avait 10 jours de tournage pour 10 épisodes. Ouais. Donc, et on a fait toutes les scènes de Pascal le même jour. Voilà. Par contre, moi je me rappelle, parce que tu n'étais pas là, mais on a commencé avec le personnage de Dick, avec un shooting photo. Je ne pouvais pas le faire. Donc il est venu, donc en fait, il m'avait confié la tâche de faire le shooting photo des affiches de Dick qu'on voit en arrière-plan. Et donc on s'était briefé un peu avant, et donc Pascal est venu et tout, et on allait en bas de chez moi sur la coulée verte, il y avait plein de gens qui passaient, et je demandais, voilà, marche dans la nature, regarde les fleurs, et on a plein de photos, mais genre, il y en a masse, on voit Pascal avec les fleurs, il faire ouais, genre j'aime la vie et tout, et pieds nus, voilà, et tout. Donc ça c'était mon premier souvenir du tournage, finalement, c'était un pré-tournage. C'était un peu ma naissance, de ce personnage, et c'était un bon moment. Non, donc meilleur souvenir, sur la théorie des balls, comme ça s'est fait aujourd'hui, c'est juste un très beau souvenir, voilà. Et puis le Visiteur du Futur, c'est compliqué. Je sais pas quoi répondre. Peut-être la saison, Néo Versailles, c'était sympa parce qu'il y avait peut-être des décors assez fantastiques. Et on avait beaucoup de chance peut-être dans ces décors-là. Donc tourner là, c'était génial, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de parler de souvenirs en plus. En fait, c'est plutôt des moments forts. Donc, un moment fort, je pense que c'est forcément pour moi, quand je vous ai tous rencontrés. C'est mignon. Quand j'ai découvert que Sarah serait une pute passée là-bas, ça n'avait pas du tout une pute. C'est des moments forts. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est très personnel. C'est vrai qu'on a évoqué ce souvenir, je ne sais pas si vous connaissez Star League. Oui. Voilà. Ouais, vous pouvez regarder, c'est sur le blog de François sur French Nerd, en cherchant bien, vous pourrez trouver ça. Sur Dailymotion. Et on avait tourné après un faux making-of et tout, on s'était vraiment bien marré. Je m'égare. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Non, bon, alors, meilleur souvenir, c'est probablement les tournages des clips musicaux, les deux, là, que ce soit le rap dans le parking, et puis à l'amphi. Après, en fait, à Paris, on a tourné à la cité universitaire, dans un des bâtiments de la cité universitaire, qui est l'endroit où logent tous les étudiants de Paris, pour faire simple. Et donc, on a tourné le clip de Chris, qui était, que vous avez vu, quoi, qui est costumé en Harder Music. Et du coup c'était trop cool, tous les figurants qui étaient là, peut-être qu'il y en a qui étaient là, et merci, c'était trop cool quand ils étaient trop chauds. Moi j'ai fait un slam et tout comme ça, tu sais, je suis sauté comme ça. Et merci parce que je l'avais jamais fait avant. Donc voilà, et pour celui qui m'a ploté le cul là, je sais pas qui c'est, mais un jour je le retrouverai, et c'était cool, merci. Et un pire. Non, pas de pierre, il n'y a pas de pierre. C'est que le meilleur. C'est que le meilleur. Ah ouais. Ah non, parce que sinon, la journée unique, tu peux t'arrêter là. Rentre comme ça. Non, bon, allez, vas-y. Alors moi, le meilleur, je pense que c'est celui qu'on voit dans le bêtisier, à savoir qu'on rigole énormément sur ces tournages. Et il y a quand même plein de fou rires, mais il y a quand même le fou rire. À un moment ou un autre, il faut qu'il arrive pour libérer l'attention. Et donc c'est celui dans la salle de réunion où Florent est censé partir, il a eu le téléphone de son père, il doit partir le retrouver. Et donc il doit juste prendre un pantalon et voilà, il a un petit problème gastrique. Oui, il est censé à ce moment-là lâcher un paix et donc changer de pantalon. Et donc cette phase-là a été la pire de toutes, parce que je le voyais du coin de l'œil, parce que je suis dos à lui, pardon.
Et donc du coup, je le voyais très saillir, comme s'il avait vraiment une méga chiasse, parce que c'est pas un petit mec, et c'était juste, enfin voilà, c'est bête parce que c'est un père. Mais, ce n'est qu'un père, ce n'est qu'un père. En plus, c'était joué. C'était joué, c'était attention, professionnel et tout. C'était tellement bien joué que je lui croyais. Et du coup, on a dû faire cette prise 20 fois, jusqu'au moment où voilà, on a commencé à se faire engueuler, et c'était juste impossible de tenir vraiment, parce que j'avais encore les flashs de ce truc-là, et surtout de ce qu'on devait faire derrière, à savoir que dès qu'il refermait la porte, on était tous censés un peu se retourner avec les yeux qui piquent, parce que c'était tellement ça fouettait, quoi. Enfin voilà. Je vous ai jamais compris. Mais ça m'a fait mourir de rire, c'est peut-être le meilleur moment c'était le pet de Florent Noir, voilà. Pour préparer cette scène, hein, comme vous savez, les comédiens ils préparent en amont les tournages, on a des répétitions, et puis il y a aussi comment nous on prépare, on apprend notre texte, on répète dans notre coin, on se nourrit aussi de tout un tas d'influences. Pour préparer cette scène, ma copine m'en voulait un peu parce que je me suis fait une petite diète de haricots. Et l'odeur n'était pas fausse, donc. Non. Parce qu'après, je suis revenu à un régime normal. On fait bien sur le tournage, c'est hyper sympa. Merci les gars, merci. Moi, sur le tournage, je crois que la journée où vraiment j'ai pleuré de rire, c'était la journée où on a filmé Eugène. On a fait pareil, il a tout fait en une journée. Et on a beaucoup inventé, en fait, on a beaucoup customisé les blagues d'Eugène ce jour-là. Et la blague qui m'a tué le plus, je sais qui était la sienne, hein. Par étape, mais non, on l'a élaboré vraiment par étape, c'est qu'au début, il devait donner les contrats à Mitch, et dire prenez ses contrats, mais sans lui donner. Après, on s'est dit, bah, tu lui donnes et tu les reprends tout de suite. Donc il lui donne les contrats, et après il dit bon bah rendez-moi ça. Et finalement, on arrive à, tu lui dis rendez-moi ça en lui donnant. Et là moi j'ai pleuré pendant 1 heure. Moi ce qui est étrange, c'est que j'ai étrangement pas de souvenir vraiment d'avoir tourné Eugène, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros je me suis mis dans le costume, etc. Et je voulais faire bien. Et c'était très compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup de textes et Slim n'arrêtait pas de se marrer, mais de changer de texte et de dire tiens fais ça, fais genre, regarde la télé et tu fais un solo de guitare. Je fais ok. Et j'avais l'impression d'être une marionnette et après au bout d'un moment mon cerveau il fait un blocage, comme toute expérience traumatisante j'imagine, tu vois. Évidemment, je laisse faire. Et après il m'en parlait, après il me dit ouais putain dans les rushs c'est trop drôle. Et puis moi genre quand j'ai vu les épisodes je me dis mais je me rappelle pas du tout avoir fait ça. J'avais l'impression que c'était bizarre en fait, c'est un peu voilà. Mais par contre, comme j'étais sur le tournage et que je cadrais beaucoup, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire et à cause de ça, les rushs sont inutilisables parce que je tremblais. C'était l'anniversaire de Chris où il s'énerve et dès que Chris crie, c'est hilarant pour moi. C'est-à-dire que même dans la vraie vie, hein, et là je suis là. Et donc là c'était vraiment, je pleurais de rire à la scène de son anniversaire. Je vais vous demander de faire un truc, je suis désolé. En fait, vous voyez à la fin du bêtisier, on voit une petite demoiselle qui débranche le frigo, c'est Anaïs. Anaïs qui est l'assistante réelle sur le projet et qui en plus fait les contes de Nina, peut-être que vous connaissez. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. Donc on va faire une petite vidéo. Alors attendez, en gros il va me filmer, donc je vais dire hey Anaïs, on a un message pour toi, et après on fait ça, et quand je fais ça, vous faites joyeux anniversaire Anaïs. On va faire une répète déjà. On l'a fait, c'est bon? Tu l'as pas fait? Ok. T'es pas ouais. La Suisse. Joyeux anniversaire Anaïs. Elle le verra mardi, je dirais si ça fait son effet. Il nous reste 10 minutes, donc il nous faut une bonne question. Moi je voulais savoir si vous avez prévu de refaire les épisodes de Speed Détective. Ah. Alors, sera-tu sur internet jeudi prochain à 18h? Techniquement, ouais. Très bien, alors tu l'auras. Ici. Voilà. C'est ton père. Déjà, merci beaucoup. Merci. Tout simplement. Merci. Et puis, pour les acteurs que vous avez incarnés dans la théorie des Balls,
est-ce qu'ils vous correspondent même un petit peu dans la vraie vie? Cyril, toi, tu juste ça, comment tu nous engages par rapport à quoi? Par rapport au fait de dire on va les challenger, on va faire en sorte qu'ils fassent exactement l'inverse de ce qu'ils sont dans la vie, ou est-ce que tu... Bonne question. J'avoue que je sais pas quoi dire. Non, je sais pas, c'est un peu ce que les gens m'inspirent. Des fois, c'est le contre-emploi qui est intéressant, comme pour Frédéric Lopez par exemple, qui lui est vraiment le gentil du PAF, et là de le transformer en mec qui pose des questions un peu sadiques, c'est ça qui est intéressant. Non, Mathieu, ce qui m'a inspiré, c'est dans le bureau, c'est sa chambre, c'est-à-dire que sa chambre ressemble vraiment à ça. Après, sur le reste du personnage, c'est vraiment un personnage de composition. Pascal, c'est quand on est en convention, le soir, il parle tout le temps en anglais pour dire des saloperies. Et quand il a vu, il s'est rendu compte que ça passait beaucoup mieux en anglais. Et puis Flo a disparu. Flo, je sais pas ce qu'il allait faire. Je crois que c'est en rapport avec la scène où il devait faire semblant de faire un truc, ça lui a donné peut-être envie de faire je pense pour de vrai. Non, c'est un rôle de composition totale. Flo, comme il a fait tout ça. Moi, j'aimerais juste parler. Pourquoi mon ami là-haut, là, mon père, on voit souvent, alors c'est, on voit souvent, je sais pas pourquoi, mais avec des bières dans ce que je tourne, alors que je n'aime pas la bière. C'est le truc, ouais, C'est pas bien de pas boire d'alcool, hein. C'est pas ça. Donc voilà, pour te dire à quel point, alors que tout le monde quand je dis ça, dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas vrai, avec les bières, de toute façon, c'est... Voilà, juste pour te dire que, effectivement, on est vraiment dans des rôles de composition, quoi, vraiment, juste que j'arrive à faire croire que j'aime la bière. Donc c'est ce genre de truc qui fait que, à mon avis, on est vraiment différent de comment on fait un wrestling, en fait. Voilà. Moi, j'aime pas la bière, je crois que je serais incapable de jouer un belge, par exemple. Mais vraiment, mec, il y a des belges ici avec un studio, mais malheureusement, parce que c'est un peuple que j'adore et auquel D'ailleurs, avez-vous vu la dernière vidéo de French Ball sur le loup-garou? Oui, bon, je fais bien l'accent. Tu peux nous refaire... Je fais bien l'accent, mais bon, c'est... Non, mais je suis pas bien l'accent. Mais c'est pour ça que j'ai demandé ça à François. Attends, il reste 2 minutes, hein, passons à autre chose, parce que... Si on est toujours sur la question du papa là-haut, là, on peut continuer, on peut passer à autre chose, on a répondu. D'accord. Salut. Salut. Quand vous avez écrit le roman La Meute ou les autres, quand vous l'avez lu, est-ce que vous aviez l'image d'acteurs ou de copains à vous dans le métier qui vous venaient quand vous lisiez les personnages que vous écriviez pour François et Slim, de Belette, de Lou et du Maître? Parce que par exemple, Slim et François, vous aviez dit le Maître, Robin Williams, c'est pas par défaut, mais un petit peu dans le rush. Le Maître, il y avait un côté... En fait, quand il y a 2 passages dans le bouquin, la première fois qu'on le voit, nous on voyait un peu une sorte de Jésus temps moderne, mais la deuxième fois qu'on le voit, où il a pris plus cher, on se disait que c'était une sorte de Gérard Depardieu, Steven Seagal, et de maintenant, quoi. Donc voilà, c'était ça nos seules influences. Et pour moi, Belette, c'est Jennifer Lawrence, mais en même temps, je la vois dans tous les rôles. Donc, Non, moi j'avais pas de personne en particulier dans la tête en les écrivant. C'est pour ça que j'étais très content de découvrir les fanarts, de voir enfin des visages sur ces personnages que je connaissais, mais finalement pas plus que les gens qui lisaient, quoi. Parce que moi j'ai pas la capacité de les dessiner en plus. C'est ça l'intérêt d'un livre, et c'est que en fait au final les personnages sont décrits physiquement très peu. C'est-à-dire à part le fait qu'elle a les cheveux violets, Belette, on ne dit pas comment elle est, et en fait tout le monde peut vraiment se faire son casting idéal et tout, au lieu d'avoir des acteurs comme Laurent Dorin, Mathieu. Donc, sinon, moi j'ai une question pour Éléonore, un truc que vous ne savez pas, c'est qu'elle est aussi auteure pour une chaîne que vous connaissez, qui s'appelle Le Den Moustache, et j'aimerais savoir que ça fait d'écrire des sketchs avec des garçons. Est-ce que tu te sens un peu trop féminine dans ce monde-là ou pas? Trop féminine? Tu peux me poser cette question ce soir, tu vois. T'as compris, toi?
Trop féminine. Ah, dans ce monde. Non, je ne suis pas féministe pour dessous. Et j'entretiens pas ce truc-là. Mais c'est pas facile, effectivement. Je pense qu'il y a plus de preuves à faire. Il faut s'imposer un tout petit peu plus. Je ne sais pas exactement pourquoi le fait de ne pas avoir de balls. Il y a Benzaï qui fait le rôle du marchand. Voilà. J'ai interrompu Léonore en plus. Tu es très fort, Benzaï. Bravo. Très fort. Est-ce que je passais juste en fait parce que après je viens avec Bob Lennon pour faire la conférence. Léonore, continue ce que tu disais, ça intéressait tout le monde en plus. J'avais fini, mais t'as tout niqué, merci beaucoup. Merci Benzaï. Je vous propose de répondre à une dernière question ici en bas. Qui va être la meilleure des questions, n'est-ce pas? N'hésitez pas à poser des questions aux comédiens. Exactement. Alors j'aimerais juste savoir en fait, justement les comédiens, ce que c'est votre petit bout de chemin en tant qu'acteur, comment vous êtes retrouvé là-dedans. Si vous avez commencé petit ou si d'un coup vous êtes arrivé comme ça en même temps que le reste. Votre parcours, votre vie, on a 1h30 devant nous. Moi, j'ai pas commencé petit du tout. C'est venu très tard. J'avais même fait des études d'autres choses avant. Et après avoir décidé d'arrêter et beaucoup voyager, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et c'est là-bas, en fait, je me souviens même plus comment, mais j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je suis resté 11 ans aux États-Unis. Et je me suis posé la question de savoir justement pourquoi j'étais devenu acteur. Est-ce que c'était faute de trouver de mieux ou pas? Puis en fait, non, ça me correspond complètement. Et voilà, donc j'ai tout appris là-bas. Et après, je suis revenu en France. Et j'espère faire de plus en plus d'allers-retours avec les États-Unis. Voilà. Moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 16 ans, j'ai pas passé le bac, je suis partie pour être guitariste comédienne. J'ai fait, non c'est parce que j'ai fait les cours Florent et où j'ai rencontré Florent. Conservatoire, et ensuite je me suis tout de suite mise à travailler. C'était très très dur, à travailler je veux dire en boulot alimentaire. Et je gagne ma vie avec ce boulot depuis très peu de temps parce que je fais plein de choses à côté que ce métier. Donc j'écris, je réalise et je fais beaucoup de musique. Et il faut faire plein de choses. C'est très important de faire plein de choses. Enfin en tout cas pour moi c'est très important. Voilà. Alors moi je crois que ma mère, en fait quand j'étais petit, ma mère moi j'ai 2 frangins et elle nous avait inscrits dans une agence qui s'appelait l'agence des moins de 20 ans. C'était une agence en fait qui s'occupait des mineurs pour... Putain c'est dur Non, c'est comme des agents pour... Oui, non mais c'est con ce que je dis, mais pour faire de la pub, pour faire de la télé, du ciné, machin, etc. Vous avez fait un tout d'un point, un catalogue, je crois. Ouais, pour de la... Putain, d'ailleurs, il n'y a pas des Allemands dans la salle non. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Ah, le catalogue, oui, il apparaît. Non, parce que c'est vrai qu'un de mes vieux au FEDA... Ah, mais je sais. Ma mère m'avait caché, elle m'a dit ouais, t'as décroché un job et tout, c'est cool, on va aller faire des photos. J'ai dit ouais, bon, moi j'étais gamin en fait, si tu veux, c'était pendant les heures où il y avait le club Dorothée, tout ça, tu vois. Donc ça me faisait un peu chier d'aller faire les castings et tout, quoi. Mais elle me dit bon voilà, tu vas gagner des sous, tu vas faire des photos et tout, alors c'était cool. Et elle me dit pas trop pourquoi c'est, et puis on arrive, etc. Puis on arrive dans la loge et tout, et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de fringues en fait au bois. C'était pour un catalogue de sous-vêtements. C'est un peu l'équivalent de la Redoute, voilà, mais allemand. Donc je vous laisse imaginer.
Et voilà, donc j'ai vachement... C'est pour ça que je reparle à ma mère depuis 3-4 jours, là. Ça a mis du temps à la digérer. Et puis bon, donc j'ai arrêté de faire des castings. Les frangins ont plus bossé que moi. Il faut savoir que mon petit frère a fait la pub Kinder quand même, par exemple. Je pense que vous êtes un peu jeune pour savoir exactement de laquelle je parle. Mais bon voilà, donc j'ai arrêté. Et puis en fait, après, avec François, que je connais depuis le CP, arrivé bien plus tard au lycée, on faisait des courts-métrages le week-end. Et puis arrivé au bac, en fait, j'avais envie de faire tout un tas de trucs, mais pas vraiment rien à fond. Et puis en fait, en tournant avec François, je me suis découvert vraiment une passion pour la comédie. Et avec l'aval de ma mère, qui est finalement pas si méchante que ça, j'ai pu faire des cours de théâtre. Et je connais Lolo donc depuis 11 ans, 12 ans, ouais, 12 ans. En 2004, on s'est rencontrés au cours Florent. Et on était très différents à l'époque. Hein. Mais on était... on était bons. Non, petite anecdote, c'est ça. En fait, avec Lolo, dans nos cours de théâtre au cours Florent, en deuxième année, on avait des travaux à faire et on devait monter des petits extraits d'une pièce, tu te souviens? Et j'avais monté Coltès Key West et je te versais de la flotte sur la gueule. Ma gueule sur The Doors. Donc voilà, on se connaît bien avec Lolo et ça fait longtemps qu'on passe ensemble. C'était marrant ce truc-là. Ouais, putain. C'était... Bon bref, voilà, petite anecdote. Lisez Coltès Key West, c'est une super belle pièce, voilà. Et vous penserez à Lolo en train de se faire violer par moi, c'est cool. Tu dis ça, mais la première fois que j'ai vu Justine Le Poté sur scène, c'était toi en train de la tringler en slip. Putain, c'est vrai! Je me suis fait toutes les actrices machin. C'est vrai, ça c'était dans un squat. Et on jouait une espèce de revisitation de la vie de Jésus version rock'n'roll et c'était genre n'importe quoi. Ça durait des heures, c'était génial à faire. C'était n'importe quoi. On était bourrés et tout, c'était génial. Hyper pro quoi. Je ne sais plus quel est... C'est le bout de la comédie. Merci Flo. Et merci à Montreux pour une petite anecdote. Hein, voilà. J'ai appris plein de choses ce soir. Je suis ravi. Alors moi, le goût de la comédie, c'est la faute de Suivi. Voilà, parce que Suivi, il est passionné depuis tout petit par ça. Et son grand-père lui a mis un caméscope dans les mains quand on était encore au primaire. Alors, le primaire, je ne sais pas si vous avez ça ici chez vous. Je sais pas comment... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, quoi, non? C'est ça. Premier, deuxième, voilà, c'est ça. Donc voilà, un caméscope dans les mains, on était tout petits. Et il filmait, il réalisait déjà, et il fallait donc un acteur. Et à cet âge-là, il n'avait pas encore trop de sous, donc il ne pouvait pas engager de comédiens professionnels. Donc il m'a dit, bah tiens Matt, viens à la maison ce soir, on va faire nos devoirs, et puis après on va faire des petits trucs. Et il n'a rien fait tuer hein, dans un premier temps. Non, et donc du coup, bah voilà, on rentrait, et comme en plus, on avait la chance d'être bon élève, on finissait nos devoirs assez vite, et donc on avait des heures à tuer, donc caméra, et puis voilà, on faisait plein de petits trucs, filmer, des trucs, on a des vidéos très très marrantes hein, sur Vador et l'Amiral, enfin des trucs dossiers qu'on ne montrera jamais, j'espère en tout cas. Et donc voilà, ça m'est venu de là. Ensuite, il m'a connu François au BTS. Et là, voilà, ils ont commencé à écrire ensemble, Stretch TV pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, après François, le visiteur du futur. Et quand tu connais pas encore trop ce monde-là et que tu n'as pas de connaissances dans les acteurs professionnels, tu fais appel à tes potes qui sont pas forcément comédiens, mais qui passent juste devant une caméra en fait. Ils vont pas être là à tout rouge, à tirer sur leur t-shirt et à bégayer. Et donc bah voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé devant une caméra à faire ça, parce qu'en fait moi je suis prof de judo, donc je suis pas du tout comédien. Donc, ça se voit sûrement plein de fois, mais voilà, c'est comme ça que m'est venue la comédie, hein, grâce à ces deux messieurs en fait. En fait tu peux suivre l'évolution de nos carrières et de la carrière de Mathieu, notamment sa capacité à jouer, parce que tu regardes les premiers trucs qu'on a fait, genre Stretch TV, et tu regardes ensuite le visiteur, etc. Et tu nous vois apprendre en fait à mieux jouer de plus en plus. On a appris finalement à jouer en jouant entre nous, on a fait un peu nos armes entre nous, en se relayant, en se donnant beaucoup de conseils, en travaillant,
visiteurs, je me souviens sur le Versailles, on était, c'était quand même la 4e année qu'on bossait tous ensemble, donc on avait les directives de François, on avait aussi, entre nous, on se regardait jouer, on se donnait plein de conseils, on improvisait des petits trucs. Donc voilà, c'est une sorte de travail aussi collégial, peut-être un peu moins formel et académique qu'un parcours scolaire, mais ça fait aussi partie de notre façon de travailler et d'apprendre. Alors, on a pris beaucoup de retard, peut-être le mot de la fin pour François, qui peut répondre également à cette question de manière assez rapide. Alors moi je ne suis pas le comédien du tout, d'ailleurs quand je joue au Eugène, je fais semblant de jouer et je dois parler très bizarre, donc je pense que je ne suis pas du tout la personne qui peut répondre à ça. Par contre, on a une surprise pour vous, Ah oui. Et donc voilà, donc on va pas tarder à partir. Demain on est toujours là, on signe, on a une conférence à 13h30 dans la salle Miles Davis, et après le reste du temps on est surtout en tea time ou au restaurant Jama. Mais pour ceux qui n'avaient pas assez la chanson Qu'est-ce que c'est dans la tête, voilà, ou ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'écouter la version intégrale de cette chanson, on l'a là, donc on va la passer et puis on va sortir, et puis si vous voulez sortir, vous pouvez sortir, mais si vous voulez rester et l'écouter jusqu'au bout pour en profiter avant qu'on sorte le clip bientôt sur internet, ben voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est l'intégrale de Qu'est-ce que c'est l'amour. C'est ma première fois à Montreux, hein, c'est la première fois que je viens ici. Et donc j'aimerais juste, si c'est possible, faire un petit selfie avec vous tous en fait. On va déjà envoyer la musique et faire de nombreux applaudissements pour